Là-dessus, Régent-Paul, bienvenue, bonjour. Bonjour, M. Gagnon, vous allez bien? Oui, drôle de semaine la semaine passée. Drôle de semaine, effectivement. Et je vais un petit peu enchaîner là, tantôt sur votre intro. J'ai un petit topo sur Future Shop. Et évidemment, on va tenter de voir l'angle de l'investisseur parce que Best Buy demeure. Oui, alors, il va se passer quoi en bourse avec Best Buy suivant cette annonce-là? On va regarder ça ensemble tantôt. Et on va aussi parler de GameStop. GameStop, semaine difficile aussi. On l'avait couvert la semaine passée, vous en souvenez, juste avant le earning, puis on disait que ça regardait peut-être pas bien. Puis on ne s'est pas trop trompé là-dessus. Fait qu'on va revenir sur GameStop. Nous, on s'apprête à prendre une position. Vous vous doutez sur quel bord? Vers le sud. Alors, on va commencer par notre revue économique, évidemment, là, revue économique des marchés comme on fait toutes les semaines. Alors, la semaine dernière... Là, oui, allez-y. GME, là, GameStop. Oui. Ils sont rendus à 46 de short. Ouais, c'est ça qui est inquiétant. C'est ça que... Non, j'aime bien votre... Hey, gars! Ma job est menacée, je te dis toujours. Mais effectivement, c'est le seul... Tantôt, on va en parler, c'est le seul point qui nous fait hésiter. Autrement, on serait beaucoup plus agressif à shorter le titre. Mais à 48 il faut faire attention. Mais vous savez, historiquement, j'ai déjà vu du 100 hein? Ah oui? Ah oui. Dans des années très difficiles, là, vendre 2 fois la flotte, là, ça va pas trop bien dans ce temps-là. Mais 48, c'est élevé. Vente de maisons existantes, bon, ben, évidemment, mieux que prévu, mais des meilleurs chiffres. C'est mieux que le mois passé, mais mieux que prévu. Voilà. Moins bon que prévu, excusez. Une bonne façon de dire les choses. Moins qu'hier, plus que demain, ou c'est ça, un des deux. Là. Près, là. Bon, donc, c'était négatif par rapport aux attentes. On sait que c'est toujours ça qui est un petit peu la pierre angulaire. Là. Les gens oublient un peu ce qui s'est passé avant. Ils regardent toujours les analystes puis l'actuel. Donc, négatif. Si on regarde, une meilleure façon de voir ça, parce que des fois, de voir la statistique de la semaine, tu n'as pas de perspective. Voici une perspective. On était en décroissance depuis quelques mois. Puis là, on vient de connaître une petite hausse par rapport au mois précédent, ce que vous disiez tantôt. Oui. Puis évidemment, les taux d'intérêt, eux, on voit là, que c'est flat. Là. Ça l'a descendu, mais là, on est dans un mouvement de côté. Puis évidemment, avec ce qui va probablement se produire, cette ligne-là va remonter. Et là, il va falloir voir comment ça va réagir. Alors, on va suivre ça de près. Ça n'a pas eu trop de réaction sur les marchés. C'était plutôt neutre là, toute la journée. On est allé de côté jusqu'à 4 heures pratiquement. Indice, par exemple, ça, j'ai laissé ça bleu parce que je vous laisse la couleur. Je vous laisse toujours... Alors, c'est flat. Hein, c'est mauve. C'est une couleur neutre. OK, d'accord. D'estimer, on n'y a pas de couleur bleue. Mais l'actuel, c'est pas négatif nécessairement, mais c'est pas ce que la Fed veut. Non, même hors éléments extraordinaires, l'énergie et l'alimentation, aimerait ça 2. Ouais. Là, ils ont 1,7. Alors, c'est pas ce qu'ils voudraient. Justement, par contre, là, c'était une bonne nouvelle. Sans l'alimentation et l'énergie, une petite hausse. Mais regarde ça, je regardais, le CPI, pas le core, là, une méchante descente dans les derniers mois. Là, on est même allé en bas de zéro. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu contraire à l'objectif, ça, de la Fed. Il faut voir ce que Janet va faire avec ça, parce que c'est sûr qu'ils ont dit plus longtemps que là, regarde, on avait des objectifs, mais là, on s'en bat plus. On va augmenter mon conseil prête, mais à quelque part, ils ont un œil là-dessus. Donc, il faudra voir comment ça va les influencer. Vente de maisons neuves, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, 7,8 d'augmentation quand même. Là. Beaucoup par rapport à... Ils ont battu l'estimé, puis ils ont battu le dernier résultat qui avait été lui-même révisé. On voit les fameux petits bâtonnets, là, donc ça monte à ce niveau-là. Puis les taux d'intérêt, c'est la même chose, évidemment, c'est stable là, pour le moment. Et prêt à la consommation et les ventes de maisons neuves sur une session intra-séance, ça n'a pas nécessairement... Le résultat était bon pour les ventes, mais le marché, cette journée-là, avait envie d'aller de l'autre côté. Et le prix à la consommation était bon aussi, sans l'alimentation et l'énergie, mais ça a fait que les marchés ont quand même descendu. Commande de biens durables, mon chiffre est-tu bon? Oui, il est bon. C'est pas trop bon. Non. Moins 1,4, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Puis on voit, d'ailleurs, ici, on se retrouve là avec... on a de la difficulté à faire décoller ça. Là. On est en dents de scie, puis là, on est dans le négatif. Alors, Janet va avoir un beau défi là, sur les prochains meetings de la Fed. Ça, par exemple, ça a affecté les marchés. Parce que dès que ça a sorti à l'ouverture, les marchés ont sûrement chuté, puis on a eu une journée baissière. Ça, c'était mercredi le 25. Demande de chômage, bonne nouvelle. Hein? Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Ça a été comme ça toute la semaine. Bonne nouvelle à ce niveau-là.
On a repris un petit peu à la baisse, mais je pense qu'on a peut-être touché un plancher. C'est ce que la ligne nous montre ici. Peut-être difficile de descendre en bas de ça. On va peut-être faire un peu de surplace là, pour les semaines à venir. C'était neutre dans les marchés. Les marchés n'ont pas vraiment réagi à ça, ni avant les marchés, ni pendant les marchés. Le gros chiffre va arriver cette semaine. C'est vendredi là, avec les statistiques d'emploi. J'ai bien hâte de voir. Ouais, ça va être effectivement là, à surveiller. PIB. Ça non plus, pas une bonne nouvelle. Alors, le PIB n'était pas bon. Non. En tout cas, c'est moins bon que prévu. C'est resté stable par rapport au mois dernier. C'est pas une bonne nouvelle. Effectivement. On voit ici, avec un peu plus de perspective, là, la difficulté là, aussi à ce niveau-là. Il faut dire que le mois de décembre avait été dur, parce que c'est le 4e trimestre, il faut quand même le dire. Oui. Consommation personnelle, pourtant, avait augmenté un petit peu, mais le PIB, lui, malheureusement, composant de prix, il n'était pas là. Ça sortait un matin, les dépenses, les revenus et dépenses. Ce qu'on appelle le PIO, là, c'est ça. Il me semble que c'est positif dans l'ensemble, mais les dépenses ont augmenté moins que prévu, je pense. Moins que prévu, un dixième, mais les gens gagnent plus qu'un dixième de plus que le mois précédent. Bon, il y en a tous les goûts. Bon, indice du... En tout cas, le consommateur, lui, se dit toujours confiant. Des fois, c'est un peu paradoxal, là, mais les chiffres, c'est ça. Oui, ils sont confiants, mais j'ai hâte qu'ils dépassent. C'est ça. On est confiant, mais regarde, de là à sortir pour aller faire des achats, c'est une autre histoire. Ouais. On est confiant à la maison. Il y avait, effectivement, c'est quand même à la baisse depuis... bon, c'est un bon score par rapport à l'estimé, là, mais les 3 derniers résultats ont été baissiers. Il faut dire qu'on a atteint un sommet, pas historique, là, parce qu'il y en a eu des plus hauts que ça, mais on a approché le 100, qui est quand même pas peu dire. Et drôle ça a eu un mouvement de dents de scie. Il y a eu beaucoup de volatilité quand ils ont sorti ça sur les marchés. Après ça, on s'est replacé puis on a fini la journée encore pas mal de côté. Donc, une semaine quand même positive. 4 verts pour 3 rouges. Mais, malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté sur les marchés parce qu'on a eu une semaine baissière. Ouais. Jusqu'à jeudi. En jeudi, ça a arrêté carrément, puis on est allé de côté là, 2 jours en ligne. Puis là, évidemment, le matin, vous avez vu, c'est l'explosion de joie un matin, là. Alors, vive la volatilité, c'est ça qui est le fun en bourse. Cette semaine, vous disiez tantôt, là, ce qui va bien à surveiller, c'est les demandes de chômage, puis non-farm payroll, le taux de chômage, une grosse semaine. Il va falloir voir ça. Là. Les attentes sont pas nécessairement bonnes, mais bien des fois, quand elles sont pas bonnes, elles sont faciles à battre. C'est parce que si on atteint, pour le mois de février, 247 000, ça serait bon en bébite. Ah oui? Oui. Bon, le chiffre est rouge, mais ça ne veut pas dire que c'est rouge. Non, mais c'est ça. Il est rouge par rapport au précédent. T'as haut de 200. Vous avez raison. Et c'est toujours plutôt chômage, ce serait flat en théorie. Oui. Future Shop, vous en avez parlé tantôt. Future Shop, le futur est dans le passé. Future Shop tombe au combat. Et quelles seront les conséquences en bourse pour Best Buy? Il y a beaucoup d'éléments que vous avez couverts. On va le faire rapidement. Les gens pourront consulter après ça. Évidemment, l'émission est disponible sur votre réseau, sur le nôtre. Là. Donc, samedi matin, 28 mars, les clients se sont cognés le nez sur les portes fermées de Future Shop. Les employés aussi, mais il y avait un petit meeting. Il y avait été convoqué à 7 heures, eux autres. Pas trop drôle parce que je pensais que c'était un meeting, un briefing là, d'objectifs, puis ça n'a pas été une trop bonne nouvelle. Puis après ça, c'était les clients, évidemment. Sans avertissement, vous dites tantôt, c'est ça qui est un peu particulier, là, quasiment à la Target. Malgré que Target a donné un délai, là, qui viennent de raccourcir, ils vont fermer un mois plus vite. Ils ont hâte de s'en aller. Quand ils arrivent, là, c'est tout est beau. Quand ils partent, ils ont hâte de partir. Sans avertissement, Future Shop a fermé 131 magasins. Vous donnez 133 tantôt, parce qu'on ne se battra pas pour 2 magasins. Là. Éliminant plus ou moins 1500 emplois. Il y a du temps partiel, du temps plein là-dedans. Là. La moitié de ces magasins seront définitivement fermés, puis l'autre moitié, comme vous avez dit, va migrer sur la bannière propriétaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Best Buy est propriétaire de Future Shop. Ça va porter le nombre à 192. Oui, parce qu'il y en aura 65 nouveaux là, à partir de samedi. On va continuer ça, les 30. Richard Géroux s'en vient dans un instant. On parle de vos retraites, à tout de suite. On va poursuivre notre discussion avec Régent-Paul. On va parler de Best Buy avant de parler de GameStop. Oui. Best Buy qui connaît, en tout cas depuis un an, il est en hausse. Ils ont tellement restructuré, les autres-là, aux États-Unis, qu'il n'y a pas trop de problème. On voit le titre, 38-21, 38-73, hausse 25, baissé un petit peu dans les dernières journées. Là. Le 3 mars dernier, regardez les résultats financiers. Oups! Oui. Alors, on va en parler d'ailleurs. Ouais. On va terminer avec Future Shop, mais j'ai des points intéressants à jaser avec vous. Vous en parlez d'ailleurs en début d'émission, parce que même Best Buy, c'est un peu inexplicable cette remontée-là. Parce que Best Buy a eu des très mauvaises périodes, il y a 2-3 ans. Ouais. Mais il y a eu des gros rachats d'actions agressifs. Et vous en avez
Vous en avez parlé un petit peu, là, et je pense que... Puis ça finit par faire mal à un moment donné. Donc, concernant Future Shop, on était tantôt à... C'est la fin d'une époque, hein, depuis des années, ce genre de magasin-là. Puis Best Buy, là, on parle de Future Shop, là, mais Best Buy, c'est la même affaire, là. Fait qu'il y a bien des affaires qui s'appliquent dans ce qu'on dit ici. Bien, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui s'appliquent à Best Buy dans ce qu'on dit ici, là. Font face à une dure réalité. Les consommateurs magasinent en ligne, et ces magasins sont devenus des simples showrooms pour la compétition en ligne. Le monde allait voir les affaires, puis après ça, retourner à la maison, puis ils cherchaient à moins cher en ligne. Pas drôle, ça. En plus, les magasins virtuels n'ont pas supporté les dépenses d'infrastructure de ces magasins-là, puis ils n'ont pas supporté souvent non plus les inventaires de magasins physiques. Donc, à quelque part, là, ça va être difficile de Best Buy aussi. Des débuts impressionnants, à un moment. Si on se souvient, Future Shop, en 82, ça a commencé à Vancouver, ça, puis 8 ans plus tard, c'est le plus gros détaillant d'électronique au Canada. La conversion de l'analogue vers le digital, parce qu'ils ont quand même vécu ça à succès, ça a fait leur succès. Ils ont atteint des chiffres de vente au pied carré, parce que c'est beaucoup mesuré dans l'industrie, là, de 1 000 du pied carré. Puis la moyenne d'à peu près entre 300 et 500 à l'époque là, pour des surfaces comparables. Donc, tout un succès. Malheureusement, puis vous savez, début de la fin, c'est un peu Best Buy aussi là, qui a commencé la débâcle de Future Shop, parce qu'en 2001, Best Buy ont fait l'acquisition de Future Shop pour 580 millions. C'est devenu un monopole du marché de l'électronique, là. Mais là, ils se faisaient compétition aussi directement. Moi, je me souviens des premiers Best Buy. Je comprenais pas ça des fois. C'est ça, les Future Shop. Best Buy. Bien, je me disais, voyons donc. Les magasins Future Shop et Best Buy, dans certains cas, sont tellement près l'un de l'autre qu'ils partageaient le même stationnement. Oui. T'allais dans un, dans l'autre, c'était pas le même prix, sur le même système. À Saint-Bruno, je pense. Ils sont un à côté de l'autre. Ah, écoutez, on regarde ça, on se dit, voyons, non, ça se peut pas. Mais écoute, ils ont peut-être une science qu'on connaît pas, hein, puis peut-être ces Américains-là, des fois, hein, ils en connaissent des affaires qu'on connaît pas. L'inévitable. Hein, c'était une question de temps avant que Best Buy et Future Shop se consolident. Par contre, cette consolidation est interprétée comme un signe de faiblesse plutôt que de force. Tu sais, des fois, il y a de la consolidation qui sont des signes de force, mais c'est pas le cas. Best Buy n'est pas pour autant au bout de ses peines. Il va continuer à subir la compétition en ligne. Puis il y a aussi Walmart puis Costco là, qui ont de plus en plus... Puis ils sont en retard. Ben oui. C'est ça le problème. Future Shop, il n'y avait pas d'investissement, il s'en faisait plus ou il y en avait très peu. Best Buy, c'est la même affaire. Effectivement. Best Buy Canada, allez voir ça. Non, effectivement, vous avez bien raison. Puis là, ils ne sont pas sortis au bout du pont. Là. Costco est venu qu'eux autres. Ouais. Des blagues. Ouais. Puis ils ont des produits puis à bon prix, c'est rapide, puis un bon service après-vente. C'est pas compliqué, Costco, service après-vente. Tu retournes une affaire, puis ça marche pas, tu l'aimes pas, ils te la changent. Donc, je dis, c'est pas bien chialé contre ça. C'est ça. Restructuration coûtera, vous l'avez dit tantôt, bon, mes chiffres sont peut-être pas tout à fait exacts, les millions, là, ça revole un peu, là, mais on est bien proche. Va coûter tout près de 300 millions, en plus, qui disent d'investir 200 millions dans leurs magasins en ligne et physiques au Canada. C'est de la grosse argent, ça. Certains de ces investissements là, sont prévus d'ici 5 ans. Ils veulent faire ça vite. Mais ça va entraîner inévitablement une diminution des bénéfices à court terme. Bien, ils prévoient qu'en 2016, ce ne sera pas rentable. Bon, vous voyez, c'est ce qu'on dit. Mais là, pas rentable, Wall Street n'aime pas ça d'habitude, puis au Canada, non plus. Pas rentable au Canada. Bon, OK. Bon, il faudra voir comment ça va. Est-ce que ça va draguer du côté américain? Donc, évidemment, nous, pour ces raisons-là, même... Ça, c'est le titre US, là. Je pense que même la maison mère va en arracher. Puis ils ont les mêmes problèmes qu'ici, là. Compétition en ligne aux États-Unis, puis Walmart, puis les Costco de ce monde, c'est la même chose là-bas, là. Donc, c'est aussi difficile là-bas aussi, là. Donc, nous, on est baissé là-dessus, là, court terme et moyen terme. Pour regarder, ça, c'est Best Buy. Là. Regardez la pente descendante. C'est pas d'hier là, que Best Buy est en pente descendante. On le regarde ici sur un graphique hebdomadaire. On recule plus loin dans le temps. On a eu un double sommet qui s'est fait il y a de ça, en fait, il y a 2 semaines. Et depuis ce temps-là, on est parti à la baisse. Et d'après moi, c'est ce qu'on s'attend pour Best Buy dans les prochaines semaines et mois. Un autre. Il y a un titre à shorter, ça, par exemple. Oui. Il y en a 8 Mon Dieu, vous êtes rendu que vous prononcez ces vilains mots-là. Shortez-vous, M. Gagnon? Non, OK. Je ne suis pas très... Plus tard. Je ne suis pas très gamer. Non, c'est clair. On peut le faire avec des options qui écoutent, c'est moins dangereux. GameStop, un autre que vous allez peut-être vouloir shorter. Alors, GameStop, on l'avait couvert ensemble à plusieurs reprises, mais on l'a couvert la semaine passée. Et GameStop a encore parlé de lui. En fait, on l'avait couvert la semaine d'avant. La semaine passée, GameStop a encore fait parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons. Et, comme mon grand-père et mon père nous le disaient, je te l'avais dit, on vous l'avait dit ici à l'émission. Voici ce qu'on disait à l'émission de lundi dernier, le 23 mars. Nous, on disait qu'on était toujours baissier, puis vous étiez dans la même direction sur le titre, là. Puis on disait qu'il y avait eu une surprenante récente remontée. Vous vous souvenez qu'on qualifiait peut-être d'artificielle due en partie à un gros
programme de dividendes agressifs et un gros programme de rachat d'actions. Comme par hasard, vous parliez de Best Buy tantôt, qui a aussi un programme de rachat d'actions agressifs. Vous savez, ces rachats d'actions-là agressifs, là, c'est beau un bout de temps, là. Quand ça monte, ça va bien. Mais quand ça se met à virer de bord, là, écoutez, je pense que c'est GameStop, je ne me trompe pas de mémoire, c'est 25 de la capitalisation qu'ils ont racheté. C'est énorme, ça. Alors, si ça se met à descendre, il faut bien comprendre que cet argent-là, là, ça ne rapporte pas. Puis, en règle générale, il commence à s'en départir. Puis là, il inonde la flotte. Là, c'est l'effet contraire qui se produit. Puis, bien évidemment, on disait, hein, et la question était posée, la question c'était, pourront-ils encore longtemps soutenir ce rythme avec un modèle d'affaires questionné par plusieurs? Puis on disait que poser la question, c'est d'y répondre. Bien, voilà la réponse. Elle est sortie la semaine passée. Ils ont manqué des estimés. Alors déjà là, c'est pas un bon départ. Ils étaient à 2,16. Ils ont révisé à 2,17. Il aurait pu laisser ça à 2,16. Ça aurait apparu moins pire. Mais bon, ils ont été révisés à 2,17. C'est souvent stratégique. Quand tu revises avant les résultats, ça fait monter le titre. Puis finalement, bien, le résultat est ce qu'il est. Glissade précoce. On va voir sur une graphique tantôt, c'est pas vraiment la journée des earnings que le titre a baissé. GameStop a raté la cible des analystes, ça promet des choses. Hein? Les ventes pour le trimestre 4 2014 chutent de 200 millions à 3,48 milliards, comparé à 3,68 milliards l'année passée au même trimestre, donc ça va pas bien. Puis là, bien étonnamment, le titre perd à peine 2,8 à l'ouverture du vendredi matin. Ça, c'est les earnings, c'est jeudi soir, vendredi matin. Pourquoi? La raison que le marché avait déjà escompté à mauvaise nouvelle, le titre avait glissé depuis le début de la semaine de 7 Ça arrive, ça. Des fois, Wall Street, là, savent ce qui s'en vient, puis ce qu'ils vont faire, ils vont commencer parce que, vous savez, vous êtes un hedge fund, vos bons amis, vous êtes un gros institutionnel, vous avez des millions d'actions dans un titre, tu ne peux pas arriver puis vendre ça, ton million d'actions, ton 10 millions d'actions, le soir des earnings à 4 heures. Donc, il faut, si tu veux, il y a du délestage à faire, hein, donc il faut s'en départir un petit peu avant. Et regardez, on le voit ici très bien, là, la semaine dernière, il y a eu une baisse qui s'est amorcée dès le début de la semaine. En fait, après notre émission. Alors, probablement que... Ils n'ont pas bien vos propos. Le titre endossé par les vôtres, ça a été suffisant pour que le titre plante. Alors, il a baissé, évidemment, toute la semaine. Et bien, c'est sûr que nous, on est baissé sur le titre actuellement. Et ici, on va le voir en temps réel. Je ne sais pas si on a le temps un petit peu. Oups, je ne suis pas sur le bon ici. Alors, on va voir notre GameStop. Alors ça, c'est aujourd'hui en 5 minutes. Vous voyez, on a eu une baisse, une petite remontée actuellement, mais une baisse là, depuis le matin. Et ça, on va voir aussi Best Buy. Alors, Best Buy a parti en l'ouverture ce matin en hausse. Oui. Regardez, ça a reculé depuis le temps. Là, on est pas mal dans un mouvement de côté. Probablement, Best Buy, à court terme, ça peut peut-être être bien perçu parce que théoriquement, il y a une consolidation qui se fait. Ils ont donné beaucoup de bonbons le 3 mars. Là. Regarde, tu leur donnes un dividende spécial, tu augmentes de 10 ton dividende, tu vas racheter 1 milliard d'actions. OK, mais ça fait 1,5 milliard, ceux-là, qu'ils vont dépenser. Là. Ça, je savais pas, ce bout-là. Je l'ai entendu quand tu avais ouvert l'émission tantôt. Là, c'est énorme, ça. C'est le sucre dans le café quand il est trop amer, ça. Ça coûte cher, ça? Bien, c'est sûr, ça coûte cher. 1,5 milliard. Puis pendant ce temps-là, tu restructures, tu consolides. À un moment donné, 2, ça fait 4, là. Je ne sais pas, pour revenir à GameStop, dans quelle mesure le bénéfice net n'a pas aidé, justement, les résultats financiers de la semaine passée. On a raté la cible sûre là, pour les ventes, 3,5 milliards, mais ton bénéfice a quand même augmenté de 20 là, à 2,15 $. Ça nous a donné 47 cents, donc 25 de plus que l'année passée sur l'année au complet. Mais la place, ça va pas bien. C'est aux États-Unis et au Canada. Tous les deux perdent plus de 2 des ventes, et autant dans le neuf, dans l'usager. C'est le modèle d'affaires. C'est ça, exactement. On va revenir avec les questions tout de suite. Alors, c'est le temps de répondre à vos questions avec Régent-Paul. On va y aller tout de suite avec une première qui nous vient de Martin Drouin de Trois-Rivières. 2011, Sino Forest ont été retirés de la bourse de Toronto. Je possédais 305 actions pour un prix de base ajusté de 15,52 $ pour un montant d'acquisition total de 4 700 novembre 2011 sur mon compte de courtage. Le titre avait disparu. Il restait encore 305 actions, puis c'est marqué « non disponible pour le prix ». Il y a présentement un recours collectif dans lequel je suis peut-être inscrit, mais je ne me fais pas d'illusions. Je considère ça comme perdu. Question. Puis-je déclarer dans mon rapport d'impôt 2014 cette perte comme une perte de capital d'année antérieure, même si je n'ai rien vendu? Alors, prenez votre perte. Effectivement, vous pouvez prendre votre perte. Sauf que si jamais Sino Forest revenait en bourse, et là,
si vous l'envoyez par la poste, là, mettez une coupe d'articles pour justifier votre raison pour laquelle vous mettez. Je ne sais pas si on peut aller chercher Sino Forest. Ben, il ne trade plus, mais c'était TRE, je pense. Oui, TRE. Mais c'est délisté. Oui, je ne l'ai même plus, moi. On l'avait couvert. Délisté depuis le mois d'août 2000. Ah, ben là, attendez un petit peu, là. Mois d'août 2011. Oui, c'est ça, c'est 2011. Alors, il valait 4,81 à l'époque. Alors, là, c'était à zéro. Virtuellement, c'était à zéro. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait couvert ça. Puis il y avait votre bon ami Paulson qui a mangé une claque là-dedans, a perdu 450 millions. Fait que monsieur peut-être se consoler. Là. Paulson a perdu 450 millions. Alors, moi, normalement, j'aurais pris ma perte. On pourrait peut-être faire même un corrigé pour 2012. Moi, ça serait ma suggestion. En tout cas, là, je prendrais 2012. Parce qu'au point de vue de l'impôt, je ne peux pas dire, regarde, là, j'attends pendant 15 ans là, pour savoir si c'est véritablement une perte. Moi, je demanderais un corrigé pour 2012. Je justifierais ça par, justement, le fait que le titre n'est plus transigé, ne sera plus transigé en Bourse de Toronto. Il s'agira de voir si, sinon Forest, il n'y a pas quelque chose qui est résiduel quelque part, là. Peut-être aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est négocie, Sinoff, US. Vous voyez, même là, il est délisté. Chose qu'il pourrait faire. Moi, je prendrais ça, là, 2011, bye. Moi, je suis pas d'accord avec vous, puis je suis d'accord avec vous, puis surtout, vous êtes connaissant de ce milieu-là. Non, c'est un lapsus. Je suis bien d'accord, mais je suis d'accord aussi pour ce que vous dites de se documenter, parce que le recours collectif, bon, on sait que ça, en règle générale, ça va nulle part, là. Imaginons qu'il y aurait un gain, puis imaginons que sinon on revient, puis se retransige à nouveau, bien là, évidemment, ces actions vont reprendre de la valeur. Donc, il faudrait qu'il documente là, le pourquoi qu'il prend sa perte, comme vous dites tantôt, couper de journaux, ces trucs-là. J'appellerais mon courtier aussi avant, moi. Parce que ND, sur son état de compte, à un moment donné, là, il marque non ça parce qu'il ne faut pas marquer, là. Mais qu'il appelle son courtier pour dire... Même un petit courriel du courtier comme quoi que, regarde, vraiment, là, ils pourraient avoir, eux, des valeurs à l'interne sur ces actions-là. Là. Parce qu'en temps normal, tant il y a aussi longtemps qu'il n'a pas effectivement été vendu, la valeur n'est jamais à zéro, théoriquement. Mais Revenu Canada, je sais qu'ils acceptent ce genre de perte-là. Mais si jamais le titre revenait en bourse pour une raison quelconque, n'oubliez pas que votre PBR va être réajusté à zéro. Dans le prix de base, là, ça va être zéro. Et s'il est rendu à 15, vous avez un gain de capital de 15 Effectivement. Alors, donc, là, vous prenez une chance là-dessus. Parce que c'est comme s'il se réactiverait. C'est ça. Je pense que ça vaut la peine de la prendre. Là. Bon, une autre question dans le domaine... il y a encore une coupe. C'est Milagros Cervantes qui nous écrit. Il va avoir, lui, il y a eu un essaimage d'une compagnie étrangère, donc une entreprise, dont nous n'avons pas exercé notre droit d'option dans l'année du spin-off de l'entreprise. Peut-on utiliser le formulaire redressement de déclaration pour une année antérieure pour corriger notre déclaration afin d'exercer mon droit d'option? Il est trop tard. Ah! Tu as pris une entreprise, je ne sais pas en quelle année ça a été fait, là. Si c'était fait au moment de la distribution, vous aviez un choix à faire. Soit que vous acceptiez l'échange d'actions, parce que si je comprends bien, c'est échange contre échange. À ce moment-là, il n'y a rien déposé. Si vous avez décidé de prendre votre gain à ce moment-là, de prendre l'option argent comptant, parce que souvent de fois, c'est ça qui arrive, malheureusement, il est trop tard pour revenir en arrière. Vous ne pouvez plus avoir le beurre et l'argent du beurre, malheureusement. Alors, échange d'actions contre échange d'actions, si ça a été ça, rien à faire. Si vous avez décidé de prendre l'argent au lieu des options, au lieu des actions, c'est-à-dire du spin-off, là, vous êtes dans le trouble un petit peu parce que vous avez accepté cet argent-là et malheureusement, ça devient imposable à ce moment-là. Vous ne pouvez plus revenir en arrière parce que ce que vous avez décidé, vous l'avez prise, la décision, et c'est gelé dans le béton armé. Il n'y a rien à faire. Au moment où la transaction s'est faite. Exactement. Évidemment, parce que l'entreprise ne veut pas avoir des années de temps à se demander quel choix les gens ont fait. Bien, c'est ça. Le choix doit se faire au moment où on fait la distribution de la nouvelle entreprise, parce que lorsqu'un spin-off, on va distribuer... C'est un peu comme Bell quand ils ont distribué Nortel à l'époque. Alors, vous aviez donc une perte que vous deviez engendrer, là, parce que la valeur était moindre pour Bell Canada, mais pour BCE, c'est-à-dire, et vous aviez une belle valeur qui arrivait, en tout cas une belle valeur théorique qui arrivait avec Nortel. Alors, vous aviez le choix, si c'était en échange d'actions, c'était non imposable, sauf que je pense qu'il y avait une portion en argent. Et si vous décidiez de le prendre en argent ou de le vendre immédiatement, c'est sûr, tu faisais ton choix puis c'était fini. Tu peux pas revenir en arrière. Là. Tu l'as vendu, tu l'as vendu. Ça, c'est comme une automobile. Vous acceptez de prendre une automobile en échange d'un autre.
et vous décidez de la revendre, puis là, tu me dis, oh, je vais revenir en arrière. Non, il est trop tard. Fini. Est vendu. C'est fini. Intéressant. OK. J'aimerais savoir s'il est possible d'acheter des actions de la nouvelle compagnie Kraft Heinz. Et quand et sous quel symbole? C'est Yvan qui lui pose la question. Et de bonheur un peu, là. Oui, bien là, premièrement, écoutez, j'ai cherché un petit peu, peut-être que vous allez m'aider à compléter ça. Premièrement, c'est pas... En tout cas, moi, j'ai pas vu passer là, l'effet que Kraft était pour disparaître. Vous savez qu'Heinz était listé en bourse Ça va s'appeler Kraft Heinz. Bon, OK, mais à l'époque, Heinz était listé en bourse, on se souvient. Oui. En 2013, Buffett et son groupe ont tout racheté, puis ils l'ont sorti de la bourse. Là, c'est la même chose qui se fait. Mais pour le moment, Kraft, en tout cas, on peut toujours trader Kraft, là. Actuellement, il transige, là. Donc, est-ce que l'intention de cette transaction-là, parce que évidemment, j'imagine qu'il reste bien des approbations, là, au niveau américain là-dessus, là, mais est-ce que la finale... Est-ce qu'ils vont privatiser? Est-ce qu'ils vont racheter les actions, les sortir Kraft de la bourse? Ou ils vont laisser Kraft en bourse? Ça, je peux pas le dire. Et à ce moment-là, si Kraft demeure en bourse, bien, la façon de participer, c'est d'être dans Kraft, évidemment. Sinon, bien, on peut toujours être aussi dans l'entreprise de M. Buffett, oui, Berkshire. Oui. Mais bon, les actions sont assez dispendieuses, hein? Sont jamais splittées, là, une de ces entités-là. Alors, Heinz est privé, Kraft est toujours listé pour le moment. Puis évidemment, Ottawa Berkshire aussi, mais c'est assez dispendieux. Mais dans Kraft, l'intérêt à court terme de prendre une participation tout de suite, il faudra peut-être laisser tomber la poussière un petit peu là, pour voir ce que ça va donner, parce que quand même, c'était bien payé. Hein? Le titre a monté de 38 en bourse, ou à peu près. Mais il y a un aura autour de ça. Mais vous savez que Kraft, beaucoup de gens là, discutaient là, les produits que Kraft avait et qui avaient peut-être là, à revamper ça. Alors là, probablement qu'avec ce consortium-là, ils ont les moyens de le faire, là, mais Kraft n'était pas nécessairement dans ses meilleurs moments là, avant que cette transaction-là arrive. Puis là, il y a Mondelez qui est un essaimage, justement. Ça n'est un spin-off, ce Mondelez de Kraft. C'est vrai. Puis là, Kraft, c'est pas Kraft, mais Mondelez qui aimerait aller chercher de l'argent supplémentaire. Il serait prêt à vendre la marque Philadelphia pour 3 milliards à Kraft. Parce que c'est un gros vendeur, ça. Oui, et la portion de fromage de Mondelez, c'est quand même ça. Bon. Oui, tartiner, c'est dose. Mais... oui, il reste 7, hein? Bon. Parce que, de toute façon, le Mondelez qui a tous les droits des marques Philadelphia, à l'exception du Canada, des États-Unis et des Caraïbes. Partout à travers le monde, c'est Mondelez qui le vend. Alors qu'ici, ben, c'est Kraft qui nous le vend. Ah, puis il y a 3G qui en arrive de ça, là, qui est un gros joueur, 3G Capital. brésilien, là. Oui, ben, c'est ça. Alors, on ne sait pas. Alors, il y a bien des choses, mais ça va prendre, ça n'ira pas avant... S'ils décident de garder la grosse entreprise en bourse, ça me surprendrait, par exemple. Habituellement, 3G, puis ils aiment bien fermer le capital. Ils ont sorti Heinz, en tout cas. Ben, ils ont sorti Heinz, puis je pense qu'ils vont garder Kraft Heinz ensemble, parce que là, c'est une fusion, ça, c'est clair. Mais je pense pas que... en tout cas, pour l'heure, je vois pas si ça va aller en bourse ou pas, là. Non, puis je sais pas... Ça ira pas avant la fin de l'année, de toute façon. Oui, ça va prendre un petit bout de temps avant qu'on le sache. Bon, prochaine question. Pâques arrive bientôt, donc croyez-vous que la résurrection arrive pour l'Europe également? Est-ce que l'Europe pourrait être là où les États-Unis étaient en 2010? Sur ça, je vais, sans vouloir de faire de boule de cristal, puis je voudrais pas vous donner du chocolat amer. J'aimerais ça qu'on garde peut-être les indices boursiers européens. Bon, ce que j'ai fait, on ne s'est pas parlé avant, puis vous avez vu dans mes pensées. Évidemment, moi, je vois toujours ça, j'essaie de voir ça d'un œil investisseur et technique. Alors, ce que j'ai fait, j'allais chercher, parce que c'est un petit peu ça, il y a bien des façons de savoir. La question qui est posée là, c'est une question... on peut en débattre durant bien des émissions, là. Et personne n'a la vraie réponse à ça. Alors, souvent, nous, les investisseurs actifs, on va se rabattre sur la lecture de nos graphiques. Parce qu'à quelque part, on s'entend que les graphiques sont le reflet de gens, de Goldman Sachs de ce monde, qui sont censés savoir un peu plus que nous. Pas toujours, mais en tout cas, c'est ce qui est supposé. Et à un moment donné, ils vont agir en conséquence. Donc, on peut avoir une petite idée de ce que les autres pensent de l'Europe. Et ce que j'ai fait, j'ai trouvé des ETF. Il y en a 3 ETF. C'est pas ce qu'on appelle nécessairement des pure play, mais c'est pas mal proche. Alors, il y a FEZ.
Peut-être commencer par, je ne sais pas si on peut le voir à la télévision. Oui, à l'écran. Alors, commencer par donner la composition de FEZ. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises là, qui sont européennes là-dedans. Ça, c'est les 10 plus grosses. Il y en a bien d'autres, évidemment, là. Mais ça, c'est les 10 plus grosses. Après ça, on a... Ça, c'est... lui, si je ne me trompe pas, c'est Spider. Oui. OK. En plus, ça, c'est un bon, les 50 un plus bon gros, gestionnaire. Les 50 plus gros de l'Europe. Oui, effectivement. Vous avez raison. Il y a VGK, qui est de Vanguard, qui est un autre aussi bon gestionnaire d'ETF, parce qu'il faut aller vers des ETF solides. On trouve des noms, d'ailleurs, qu'on a vu tantôt. Hein. Bayer, c'était là tantôt. Mais lui, bon, on a Nestlé. Nestlé, c'est pas petit, là. C'est le plus gros, hein? C'est le plus gros là-dedans. C'est le plus gros? Oui. Bon, alors voilà. 2,8 Bon, et on a EZU, qui est un iShare. Et encore une fois, on retrouve des noms qu'on a vus tantôt. Alors, ce qu'il faudrait faire quand on voit ça, puis on retrouve des noms dans 2-3 ETF, on peut aller voir la pondération. Alors ça peut être intéressant. Dans un, Bayer, ça peut avoir 3 de pondération, mais dans l'autre, 10 Donc, on pense que Bayer est peut-être plus prometteur, bien, peut-être aller vers un ETF dans lequel il y a plus de poids. Si on les regarde maintenant du point de vue graphique, ils se comparent tous, hein, on s'en doute bien, là. Puis ça reflète un peu, on se disait tantôt ce que s'en va l'Europe. Regardez, en bourse, ils ne savent pas trop ce que s'en va l'Europe, parce qu'actuellement, là, on est pas mal de côté. Il n'y a pas vraiment de signaux là-dedans, ni d'achat, ni de vente. Donc, si on en avait un à choisir, c'est 3 bons gestionnaires. Sauf que EZU est à... Bon, il faut penser aux capitaux après ça, là. EZU est à 39 FEZ est aussi à 39 et VGK est à 55. Donc, je dirais de ne rien d'aller vers un instrument qui coûte 20 de plus quand on parle le même genre de comportement. Donc, malheureusement, la réponse, là, si on analysait ça du point de vue technique, c'est que ça s'en va nulle part en ce moment. Il n'y a pas de signal d'achat ni de vente. C'est en plein ça. Mais pour l'auditeur, s'il veut suivre, puis nous suivre et vous suivre avec vos commentaires, s'il veut suivre ces ETF-là, à un moment donné, s'il se passe quelque chose, c'est évident que ça va être reflété là-dedans. Parce que si l'Europe se met demain matin à bien aller ou à aller plus mal, c'est évident que l'économie européenne va avoir un mouvement en conséquence, puis on va le voir sur les graphiques. Donc, il faut attendre. Là, on est en mois, ici, évidemment, on est sur une longue période, là. Bon, on s'en vient en jour, pas mieux non plus, là. Ça fait des mois, là, qu'on est pris dans un corridor entre 35 et 39. On va à 35, ça rebondit à 39, on va à 39, ça rebondit à 35. Donc, tant qu'on ne sortira pas de cette zone-là, pour EZU, puis si on regarde les autres, bien, c'est la même affaire. Regardez. Il y en a un qui existe aussi aux États-Unis, là, qui est un comparable au DAX allemand. Le DAX allemand, il est parti en peur, là. Ça fait un bout, là. Oui, mais par contre, oui, c'est DAX.